Ravi de vous retrouver pour cette 6e Actu CSE. Voici en vidéo l'essentiel de l'actualité de ces dernières semaines. Nous avons retenu 4 sujets majeurs. Premièrement, la loi sur le pass vaccinal validée par le Conseil constitutionnel et le calendrier d'allègement des mesures sanitaires. 2. Le plan d'accompagnement des CSE promis par le gouvernement après le bilan des ordonnances travail. Troisièmement, les négociations entre les partenaires sociaux. 4. Nous évoquerons quelques perspectives pour les élus CSE et les délégués syndicaux dans le contexte de l'élection présidentielle dont le premier tour aura lieu le 10 avril. C'est parti! Vous le savez sans doute, le Conseil constitutionnel a validé l'essentiel du projet de loi instituant le pass vaccinal. 2 mesures seulement ont été censurées, l'exigence d'un pass sanitaire aux réunions politiques et le super pass, c'est-à-dire un pass vaccinal doublé d'un test négatif dans les transports interrégionaux. La loi a été publiée dimanche au journal officiel et elle est entrée en vigueur depuis lundi 24 janvier. Alors que faut-il en retenir? La première chose à savoir est que la loi transforme le pass sanitaire en pass vaccinal. Il faut donc désormais, à partir de 16 ans, un parcours vaccinal complet ou un certificat de rétablissement pour accéder aux activités de loisirs, aux transports interrégionaux et aux établissements recevant du public. Le pass s'applique aussi aux salariés et agents publics qui travaillent dans ces établissements. Les personnes qui ont commencé leur vaccination sans toutefois avoir les 3 doses sont éligibles au pass en présentant un test négatif. Bien sûr, il y a des exceptions au pass vaccinal. Les cas d'urgence, les motifs impérieux de famille et de santé, l'accès aux biens et services de première nécessité et bien sûr les cas de contre-indication au vaccin. Les exploitants des établissements recevant du public peuvent vérifier la concordance d'identité en cas de doute sur l'authenticité du pass vaccinal. Toujours dans les grandes lignes, un système de repentir permet de ne pas être poursuivi si on s'est rendu dans un lieu sans pass vaccinal ou avec un faux pass, mais que l'on s'engage à recevoir une première dose dans les 30 jours. Enfin, les sanctions du non-respect du télétravail sont de 500 € par salarié, dans la limite de 50 000 €. Attention, Jean Castex a aussi présenté un calendrier d'allègement des mesures sanitaires. Il y a 2 dates à retenir. Le 2 février, le télétravail à 3 ou 4 jours ne sera plus obligatoire, mais seulement recommandé. Le masque ne sera plus exigé en extérieur et les jauges seront supprimées. Le 16 février, ce sera la réouverture des discothèques, des concerts debout et on pourra de nouveau consommer debout dans les bars. Passons maintenant au deuxième sujet, les négociations paritaires. Au mois de janvier, les organisations syndicales et patronales ont tenu 2 séances de négociation sur le paritarisme de gestion et de négociation, un sujet prévu par leur agenda social autonome. Syndicats et patronats veulent moderniser et conforter leur rôle dans les différents organismes qu'ils gèrent ensemble, comme l'UNEDIC pour l'assurance chômage, l'Association pour l'emploi des cadres, l'APEC ou l'AGIRC-ARCO pour les retraites complémentaires. Les partenaires sociaux veulent adresser un signal clair aux politiques. Arrêtez d'imposer vos choix en matière de formation ou d'assurance chômage. Les partenaires sociaux débattent donc de leur rapport avec les pouvoirs exécutifs et parlementaires. Il faut dire que le quinquennat Macron leur a donné du fil à retordre. Pourtant, depuis la loi Larcher de 2007, tout projet de réforme des relations de travail doit faire l'objet d'une concertation avec les syndicats et le patronat, voire même d'une négociation préalable entre partenaires sociaux. Mais cette règle n'est selon eux pas respectée, le président Macron et son gouvernement ayant constamment imposé leur choix. On l'a vu sur les ordonnances travail de 2017 ou sur la réforme de la formation professionnelle de 2018. Quand ils concluent un accord interprofessionnel, les partenaires sociaux veulent donc être respectés et cela vaut aussi pour le Parlement. La CPME voudrait voir publier une position commune assez ferme sur le sujet. Les autres syndicats, eux, suggèrent plutôt que les signataires d'un accord national interprofessionnel puissent échanger longuement avec les parlementaires dans un groupe de travail au sujet de la transposition de l'accord. Il y a enfin un autre sujet sensible dans cette négociation. Ce sont les conditions de la négociation elle-même lorsque les organisations syndicales et patronales discutent en vue d'un accord interprofessionnel. Selon quelle méthode? Dans quel lieu? Avec quel programme? Quels objectifs? Un accord sur le sujet, réclamé tant par la CPME que par les autres syndicats de salariés, constituerait une surprise.
La prochaine séance de négociation doit se tenir le 28 janvier et les discussions se poursuivre jusqu'en mars. Voyons désormais notre troisième sujet, le plan d'accompagnement des CSE. Le 16 décembre, le comité d'évaluation des ordonnances travail a rendu son 4e bilan annuel. Ce document a fait vivement réagir les syndicats. En effet, le comité confirme les difficultés des élus dans le CSE. Les évaluateurs relèvent donc une nouvelle fois leur fatigue, leur charge de travail et leur manque de formation. Depuis 2017, le dialogue social s'est centralisé et a perdu la proximité avec les salariés. Les syndicats ont donc demandé une révision des ordonnances de 2017. Ils réclament plus de moyens pour les élus, un allongement des délais de consultation du CSE, des représentants de proximité plus nombreux dans les entreprises et des commissions santé et sécurité plus systématiques, voire même le retour des CHSCT. Face à cette vague de critiques, le ministère du Travail a proposé un plan d'accompagnement des CSE, avec 5 points principaux. Renforcer la visibilité des formations destinées aux élus. Favoriser la négociation sur leur parcours professionnel, faciliter la mise en place des CSE dans les petites entreprises et enfin faire monter en puissance les observatoires départementaux du dialogue social pour aider les très petites entreprises à mieux négocier et à négocier sur plus de sujets, y compris au niveau des branches. Mais pour les syndicats, le compte n'y est pas, car les problèmes résultent surtout des défauts des ordonnances. Le gouvernement a indiqué qu'il tiendrait compte de leurs remarques, mais que les ordonnances ne seraient pas révisées. Voici enfin notre dernier sujet, les programmes des candidats aux élections présidentielles. Vous le savez, l'élection présidentielle approche. À moins de 80 jours du premier tour, les programmes des candidats commencent à se clarifier. Précisons d'emblée qu'Emmanuel Macron, non déclaré, et Christiane Taubira n'ont pas encore diffusé de programme officiel. Commençons par les mesures intéressant les CSE. Anne Hidalgo et Yannick Jadot proposent de rétablir le CHSCT. Les deux candidats suggèrent aussi de revenir sur l'inversion de la hiérarchie des normes. La candidate socialiste Anne Hidalgo veut quant à elle mutualiser les activités sociales et culturelles pour permettre aux salariés des PME d'avoir les mêmes droits que ceux des grandes entreprises. Jean-Luc Mélenchon, lui, abrogerait la loi El Khomri et les ordonnances travail pour revenir à l'ancien comité d'entreprise. Il reviendrait au principe de faveur selon lequel l'accord d'entreprise doit être plus favorable que l'accord de branche. Il veut également donner au CE un droit de veto sur les licenciements. Côté salarial, presque tous les candidats augmenteraient le SMIC s'ils étaient élus, à l'exception de Valérie Pécresse. La candidate des Républicains, qui évoque une conférence sociale et salariale annuelle avec les partenaires sociaux, préfère une hausse de 10% hors inflation pour les salaires inférieurs à 2,2 SMIC, et ce, tous les 5 ans. Les candidats se projettent aussi sur les mesures de protection sociale. Valérie Pécresse poursuivrait la réforme de l'assurance chômage en renforçant la dégressivité des allocations et reporterait à 65 ans l'âge de départ à la retraite. À l'opposé, Jean-Luc Mélenchon abrogerait la dernière réforme de l'assurance chômage et indemniserait les chômeurs dès le premier jour, sans délai de carence. Le candidat communiste Fabien Roussel rétablirait pour sa part la retraite à 60 ans. Les candidats vont, on l'espère, affiner leurs propositions sur le travail et les relations sociales d'ici le 10 avril. Nous continuerons donc de suivre pour vous leur programme. De même, nous vous tiendrons au courant des négociations collectives interprofessionnelles et nous nous intéresserons aux conditions du renouvellement des CSE dans les entreprises, en espérant que l'épidémie reflue durablement. C'est la fin de cette 6e Actu CSE. Merci pour votre écoute et à très bientôt.